Alors, pour ceux qui sont développeurs front-end parmi vous, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit, j'ai envie de devenir développeur front-end, j'ai envie de coder pour le navigateur, j'ai envie et il faut que j'apprenne JavaScript. Il se trouve que moi je me rappelle très bien de ce moment-là. À l'époque, on est en 2011, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur et je nourris un grand rêve. J'ai envie de bosser pour Mozilla. J'ai envie de faire du web un meilleur endroit pour tout le monde. Il y a beaucoup de valeurs que je partage avec Mozilla et j'ai envie d'y arriver. Pour ça, j'ai un plan très élaboré en deux étapes. La première étape, c'est me décrocher un stage chez Mozilla. La deuxième étape, c'est d'être tellement bon à mon stage qu'ils sont obligés de m'embaucher par la suite. Pour exécuter mon plan, j'ai à nouveau besoin de deux choses. J'ai besoin d'un CV vraisemblablement plutôt correct, et j'ai besoin d'une connaissance assez solide dans une techno qu'ils utilisent chez Mozilla. Pour la techno, vous l'aurez compris, j'ai choisi JavaScript. Et pour le CV et la montée en compétences, j'ai décidé de fusionner ces deux besoins en un seul et même projet. Et j'ai construit ça. On va voir l'animation. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi je me suis beaucoup amusé à faire ça. Je vous cache pas que en voyant ça, c'était le premier truc que je mettais en prod, donc en voyant ça, j'étais hyper fier. Je me sentais un peu être un dieu du JavaScript, hein. J'avais l'impression que toutes les portes allaient m'être ouvertes, y compris celle de Mozilla. Et non, il s'avère que non. Mais bref, je suis pas trop là pour vous parler de mes anciens projets de carrière, mais plutôt imaginez ce scénario où vous tombez sur ce CV en ligne, hein, vous tombez sur mon site où j'ai hébergé ça, il est plus en ligne, mais bon, admettons. Et vous vous dites, mais comment il a fait ça? J'aimerais aller voir comment il a construit ce truc-là. J'aimerais comprendre. La question que je vous pose et que je vous invite à vous poser, c'est comment liriez-vous ce code? Très vraisemblablement, en tout cas moi c'est ce que je ferais, je commencerai par le main application index.js, enfin j'irai voir le fichier d'entrée de l'application, ça semble être plutôt un bon réflexe, c'est là que tout commence, c'est là où le code s'initialise, c'est une bonne porte d'entrée pour aller lire ce qui s'y passe. Je vous montre un petit peu le contenu de mon main. Je voulais volontairement un peu simplifier, hein. J'ai retiré toutes les données qui étaient au-dessus en dur. Bon bref, on est en 2011 et je commence le JavaScript, hein, donc je vous demande d'être un peu tolérant. Euh, bon, le petit bout de code est assez simple, hein, ça se comprend très bien. On a notre fonction main, la fonction principale qui initialise le tout. On déclare une fonction run, c'est celle qui va mettre à jour les frames de notre application, hein. Et on enregistre, donc on a un CV controller qui lui fait chaque étape, sachant qu'on ne regarde pas ce qu'il retourne et on lui passe rien en paramètres, on imagine que c'est un gros effet de bord qui se passe là-dedans. Et puis on enregistre auprès de Request Animation Frame, auprès du browser, on enregistre le callback run pour qu'il soit rejoué juste avant que le moniteur se mette à jour. Pour ceux qui font pas trop de front-end et qui savent pas ce que Request Animation Frame est, c'est juste une fonction qui vous permet d'enregistrer une autre fonction auprès du navigateur, et c'est le navigateur qui s'occupe d'appeler cette fonction-là juste avant que le moniteur se rafraîchisse. Donc moi, personnellement, je vois pas mal de problèmes avec ce bout de code, en tout cas avec la vision que j'ai maintenant. On pourrait commencer par ça, le fait que il y a 3 instructions, 3 effets de bord. Ça me plaît pas trop avec ma vision actuelle, hein. Mais c'est pas vraiment le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ça. Si vous regardez bien, mon application, elle a une dépendance au temps, hein. Dès qu'on a enregistré un callback auprès de Request Animation Frame, on a une dépendance qui est très implicite, mais au temps qui passe. Ça paraît un peu évident, on veut se rendre toutes les 60 fois par seconde, pardon, toutes les 16 millisecondes à peu près. Donc on a une dépendance, et ma question c'est, pourquoi elle n'apparaît pas ici? Enfin, ça fait partie des bonnes pratiques d'injecter les dépendances, de déclarer explicitement de quoi on dépend pour fonctionner correctement, mais là, ça n'apparaît pas. Après, il y a des choses encore pires que ça, on peut creuser un peu plus loin. J'avais implémenté la pause, si vous appuyez sur espace sur mon CV, vous pouviez figer les blocs. Donc l'application en elle-même peut altérer sa perception du temps, hein. Si jamais le state est à paused,
Elle altère son temps, mais ça, pareil, ça n'apparaît pas au plus haut niveau. Et puis on peut imaginer un cas pire où vous avez la pause à un endroit, vous avez un bloc de code énorme, et le request animation frame qui est caché un peu là-dedans. En fait, c'est un peu ce que j'appellerais, c'est vraiment moi qui l'appelle comme ça, c'est pas un truc qui existe, hein, mais c'est de la programmation spatiale en fait. En fonction de où on place les lignes, ça a différents effets. On ne peut pas facilement inverser les lignes, sinon ça casse tout. Ensuite, dans ma carrière de développeur, j'ai découvert d'autres technos. Donc à l'époque, ça c'était vraiment du Vanilla JS. J'avais rien d'autre, j'avais pas de framework, hein. Est-ce que c'est la techno utilisée qui fait que ces dépendances ne sont pas au plus haut niveau? Essayons par exemple avec Angular. Bon, je détaille pas trop le code, hein, on déclare un module, on lui déclare une fonction qui devra être appelée quand l'application démarre. Mais on a toujours nos deux appels. Bon, là je les ai appelés RAF hein, pour raccourcir un petit peu. Mais on a toujours nos deux appels à Request Animation Frame qui sont à l'intérieur de notre code. C'est nesté dans le code. Ça pourrait être même beaucoup plus bas. Hein. Ça pourrait être dans l'appel par exemple de cvcontroller.step. J'aurais pu le cacher là, mon Request Animation Frame. J'ai fait un peu mieux que ça. Donc on n'est pas mieux à ce niveau-là. En React, est-ce qu'on peut faire mieux? Bon, pareil, je ne détaille pas, je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est un peu moins verbeux qu'avec Angular, mais on a toujours le même problème. En vue, allez, bon, pareil, je détaille pas trop. C'est ce que j'appellerais, moi, donc tout ce que je vous ai montré jusque-là, tous les bouts de code que je vous ai montrés, c'est du temps embarqué. Ah, il n'y a pas l'animation. C'est embêtant. C'est du temps embarqué, donc voilà, le temps tourne à l'intérieur de l'appli. Et il n'y a rien qui en sort, il n'y a rien qui en rentre dans cette appli-là. C'est une boîte complètement noire. Par contre, effectivement, c'est une boîte qui est indépendante. Vous pouvez la faire tourner un peu n'importe où. Elle sera toujours bindée sur le request animation frame. Et puis, il y a Cycle. Je vous montre directement le code que je fais pour faire exactement la même chose avec Cycle. Voilà ce que ça donne. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop habitués à la programmation réactive, je vous demande de ne pas trop faire attention pour l'instant à ce que j'ai mis dans le return. Par contre, le petit truc magique qui apparaît, enfin qui n'est pas magique du tout, mais le truc qui apparaît en entrée de main, là, ce temps-là, ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est le fait de dépendre explicitement du temps, cette fois-ci. Et en plus, on retourne quelque chose. Je reviendrai un peu dessus plus tard. Mais voilà à quoi ça ressemblerait en cycle. Et là, ce que vous voyez, en fait, il n'y a rien qui est spécifique à Cycle. Ça, c'est juste de la programmation réactive là, que j'ai fait pour l'instant. Il n'y a rien qui est spécifique à Cycle. Et dans une application Cycle, le seul truc qui sera spécifique à Cycle, c'est cet appel-là. Vous enregistrez votre fonction main auprès de Cycle, donc la fonction run que vous voyez ici, c'est ce que fournit Cycle. Vous enregistrez votre fonction main avec les drivers qui correspondent. On reviendra dessus. Là, on est sur un modèle... Ah non, ça c'est pas cool. On est sur un modèle de temps injecté. Donc le temps vient cette fois-ci de l'extérieur de l'application et est passé en paramètre de notre application. Ça devient quelque chose d'explicite qui vient d'ailleurs en fait, hein. Ça ne vient pas de l'intérieur de l'application. Si on réfléchit un petit peu, nous, en tant qu'êtres humains, on subit le temps. Hein. Le temps, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est pas codé à l'intérieur de nous. Nous, on subit ces choses-là. Par exemple, moi, devant vous, là, je suis une fonction du temps. En fonction du temps, je sors des mots, des phrases, de l'audio, de la vidéo, je bouge. Hein. Je suis une fonction du temps. Et le temps n'est pas à l'intérieur de moi. Vous êtes également des fonctions. Vous êtes des fonctions là actuellement de ce que moi je dis, mais indirectement, vous êtes aussi des fonctions du temps. Et la question, c'est pourquoi pas nos applications? Pourquoi elles ne pourraient pas, elles aussi, dépendre de ce temps qui est extérieur à l'application? On va essayer de se convaincre, parce que là, je vous dis qu'une application, c'est une fonction du temps. On va essayer de s'en convaincre ou de le prouver le plus formellement possible. Est-ce que vraiment une application pourrait être définie comme une fonction du temps? Et je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qu'une interface? Qu'est-ce qu'on fait, nous, les développeurs front-end? Une interface, quelque part, on peut le résumer à une fonction des événements qui s'y produisent. Dans les événements, j'inclus vraiment tout. Le chargement de l'application, le load, c'est un événement qui se passe à un instant précis. Et ensuite, les clics de l'utilisateur, les retours serveurs, enfin,
tout ce qui s'y produit. Donc je suis ouvert si vous trouvez quelque chose dont dépend une app qui ne serait pas un événement. Maintenant, qu'est-ce qu'un événement? Puisque un événement, c'est quelque chose qui se passe à un instant précis du temps, hein. Là, je claque des mains, ça se passe à un instant très précis du temps. On pourrait associer un timestamp à cet événement. Autrement dit, un événement, c'est une fonction du temps. Je pourrais vous réécrire request animation frame dans cette version immondissime. Admettons qu'on appelle request animation frame le plus rapidement possible. On va dire toutes les millisecondes, c'est peut-être pas la peine de descendre plus bas. Request animation frame répond vrai, c'est-à-dire il faut rendre l'application toutes les modulo 16. Donc on prend notre timestamp, modulo 16, et on répond vrai à chaque fois qu'il y a 16 millisecondes qui se sont écoulées. Donc bien sûr, hein, c'est pas du tout une alternative à request animation frame, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le définir comme une fonction du temps. Donc si on résume ce que je viens de dire, une application c'est une fonction des événements qui s'y produisent. Les événements c'est une fonction du temps. Donc une application c'est une fonction d'une fonction du temps. Et là je vais appliquer une opération mathématique que vous connaissez bien, la transitivité. Merci à elle. Une application c'est donc une fonction du temps. Petite précision pour la suite, et ça qui est importante pour la programmation réactive notamment. Les événements, c'est un peu différent des signaux. Dans la suite de l'après, je vais plutôt parler de signaux, puisque votre application, elle est bombardée d'événements. Mais vous également, vous êtes bombardé d'événements en ce moment même. Par exemple, si l'utilisateur bouge sa souris sur l'interface, ça envoie des événements à votre application. Les signaux, en revanche, c'est un sous-ensemble de ces événements, mais qui a de la signification pour l'application. Là, par exemple, si je claque des doigts comme ça n'a pas de signification particulière pour vous. Donc, vous le recevez, mais vous vous en foutez. Par contre, ce que je vous dis, ouais, vous pouvez vous en foutre aussi. Mais en principe, c'est un signal que je vous envoie et que vous êtes censé recevoir. Donc, est-ce que sur une application, là, tout est signal, puisque je vous dis qu'une application dépend des signaux en entrée. Est-ce que vraiment tout est signal? Là, malheureusement, je n'ai pas de preuve aussi formelle que celle d'avant. Je fais appel à votre connaissance des interfaces. Et pour essayer de s'en convaincre, on va prendre quelques exemples. Par exemple, les messages hardware que reçoit votre application. Hein, donc le premier, c'est Request Animation Frame, dont on a bien parlé depuis le début. Le deuxième, c'est la position géographique du GPS du téléphone, par exemple. On peut dessiner une frise chronologique des événements qui sont produits par ces deux messages du matériel. Hein. Request Animation Frame, c'est un truc très régulier. Chaque fois qu'il y a un X sur la frise, c'est qu'il émet un événement. La position géographique, hein, par exemple, à un instant du temps, on est à 48,22. Et puis un peu plus tard, donc là ça va a priori être beaucoup moins précis, hein, parce que si l'utilisateur ne bouge pas, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Il sera à 48,23. Donc les messages hardware, vraisemblablement, c'est une fonction du temps. Les réponses serveurs, est-ce que c'est une fonction du temps? Là, j'ai envie de vous dire pareil, hein, les réponses serveurs, ça arrive à un instant précis du temps. On peut dessiner une timeline associée, c'est clairement une fonction du temps. Les actions utilisateurs, hein, bon, vous avez compris un peu le principe. Pareil, on peut dessiner une timeline de ce qui se passe sur l'interface. C'est également une fonction du temps. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt que de se débarrasser du temps le plus vite possible, comme on a l'habitude de faire. Là, dans le bout de code que je vous ai mis, je pense que vous comprenez un peu ce qu'il fait. Hein. On imagine un champ sur une page web, on tape un peu dedans, et puis dès que le gars appuie sur Entrée, on stocke la valeur du champ dans une variable. Bon, c'est pas très propre, mais c'est pas très important, c'est pas ça qui est important. Mais si vous regardez bien ce qui se passe, la première ligne, la fonction store username, c'est une fonction du temps, puisqu'elle est comment dire, inscrite sur un événement du DOM. Par contre, tout ce qui se passe ensuite, ça n'est pas une fonction du temps, c'est juste des lignes qui s'exécutent les unes après les autres, des instructions qui s'exécutent les unes après les autres séquentiellement, et qui ont une relation spatiale les unes avec les autres. Si vous sortez la ligne varName égale machin, si vous la mettez un peu plus bas, ça n'aura pas du tout le même effet, ça va tout casser.
Et bien plutôt que de se débarrasser du temps, moi je vous propose qu'on rende tout dépendant du temps. En fait, qu'on ne se pose plus vraiment la question de savoir est-ce que ça c'est temporel, est-ce que c'est spatial. On va plutôt déclarer tout en fonction du temps. Donc là, chaque étape, donc ça fait exactement la même chose hein, que tout à l'heure. Quand le gars appuie sur Entrée, ça stocke la valeur de son nom dans une variable, enfin dans un état. Donc vous voyez, chaque étape, donc la première c'est on s'abonne au key-up de notre input. La fonction qui suit, c'est une fonction des événements qui sont produits par ce truc-là, qu'on va filtrer si jamais c'est le entrée ou non. La fonction suivante, c'est une fonction des événements filtrés cette fois-ci, mais on reste toujours au niveau de l'événement, qui va ne faire que récupérer la valeur de cet événement-là. Et puis la fonction suivante, c'est une fonction des valeurs des événements filtrés, qui va construire notre user au fur et à mesure. Voilà, j'applique encore la transitivité, encore une fois, merci à elle. Rendons tout observable, puisque chaque étape, là, c'est pas forcément explicite, mais chaque étape crée un nouvel observable que n'importe qui peut utiliser par la suite. Rendons tout déclaratif, puisque j'ai pas vraiment besoin d'avoir l'implémentation des fonctions ici. Et là, vous voyez, il y a un truc intéressant qui se passe. Ce que j'ai refactorisé là, j'ai juste remplacé l'implémentation des fonctions par les noms des fonctions. Et regardez, on a une petite histoire là qui se passe en fait. Hein. On crée un observable depuis l'événement keyUp. On le filtre avec est-ce que c'est le bouton entrée ou non. Si c'est le bouton entrée, parfait, on ne le filtre pas, sinon ça dégage. On le map sur une fonction qui récupère la valeur, et ensuite le fold que vous voyez ici, c'est l'équivalent du reduce hein, sur les tableaux JavaScript. On réduit ça en une seule variable user. Donc là, il y a la petite histoire qui se raconte, qui est quand même pas désagréable à lire. Et rendons tout exportable, puisque comme je vous l'ai dit, chaque étape crée un nouvel observable. On peut très bien stocker ces observables-là dans des variables et puis les utiliser un peu n'importe où dans votre application. Hein. Si vous avez besoin de vous plugger sur les key-up entrées pour faire complètement autre chose, vous pouvez tout à fait utiliser la const enter, là, à la deuxième ligne. Vous pouvez l'utiliser pour faire complètement autre chose. Et ça, c'est la programmation réactive. Là, vous venez de mettre les doigts dedans. Là où je suis assez content, c'est que à Devoxx, j'ai découvert qu'en Java, vous utilisiez beaucoup en fait la programmation réactive. Donc ça me touche beaucoup, puisque c'est mon cheval de bataille du moment. Et la programmation réactive, ça implique de penser en termes de data flow plutôt qu'en termes d'instructions. Vous voyez, on avait les instructions if tout à l'heure, on affectait des variables. Là, on va plutôt penser en data flow. Et pour bien comprendre ce que c'est que penser en data flow, je vous propose qu'on implémente la pause. Donc on va repartir du bout de code cycle que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré en début, et on va essayer d'implémenter la pause dessus. Ah parfait, l'animation marche. Ok, voilà notre cas initial. Donc vous vous rappelez, j'ai ma fonction main qui prend en paramètre le temps. À partir de ce temps, je ne récupère que les request animation frame. Donc le temps, c'est ce qu'on appelle un driver en cycle. C'est lui qui me fournit des notions de temps différentes. Les animation frames font partie de ce driver. Ensuite, je pars donc de mon observable request animation frame et je vais mapper dessus, pas mapper du tout, pardon, je vais réduire dessus une fonction qui va prendre un état initial et à chaque request animation frame va mettre à jour cet état global, enfin cet état initial, pardon, le réduire en un nouvel état et le mapper sur une fonction render que je vous ai pas détaillé mais qui va créer du virtual DOM et qui va le retourner dans l'attribut DOM de notre objet retourné par la fonction main. Concrètement, ce qui se passe, c'est ce que vous voyez à droite exactement. L'application, elle est ouverte des deux côtés, elle a donc une entrée, une sortie. Ce que vous définissez, donc ça c'est quand l'application tourne, mais en fait ce que vous faites... Ah non, ça ne marche pas. Peut-être si je fais ça. Ah, ça marche. Ce que vous définissez, c'est juste ce tuyau-là, c'est ce pipe de transformation que vous définissez.
Et ensuite, quand l'application tourne et que les événements commencent à fluctuer à travers, il se passe ça. Mais vous, ce que vous faites, c'est de la plomberie en fait, hein. Vous ne manipulez pas vraiment de données. Maintenant, étape suivante, pour pouvoir implémenter la pause, hein, je rappelle, on veut pouvoir faire en sorte que quand l'utilisateur appuie sur espace, l'animation s'arrête. Donc je vous crée là un nouvel observable, paused, qui va déterminer si l'application est en pause ou non. Et comme vous pouvez le voir à droite, on a ouvert un nouveau port sur le monde extérieur, on a créé une nouvelle entrée à notre application qui est DOM. Donc vous le voyez apparaître en haut en paramètre de la fonction. Et sur ce DOM, je sélectionne l'élément document. Je voudrais tous les key-up qui sont dessus. Je filtre les key-up qui ne sont pas la barre espace. Hein, donc là, c'est la ligne even.keycode égale 32. Et dessus, je vais reduce, encore une fois. C'est un reduce qui ne fait que alterner entre false, vrai, false, vrai. Et il y a un truc qui doit vous faire bizarre sur le petit schéma à droite. Ça ne doit pas correspondre à ce que vous avez en tête. Mais regardez, donc on a toujours nos request animation frame qui fluctuent à travers l'application. Parfait. Par contre, la pause, elle rentre même pas dedans. Et ça, j'ai une analogie qui est assez parlante pour expliquer ce qui se passe là. C'est qu'en fait, j'ai créé ma variable posed, mais elle ne sert strictement à rien. Elle est juste là. Et ça, c'est exactement le même principe que si vous preniez une paille, vous voyez, une paille pour boire, hein, vous mettez votre doigt sur une des extrémités de la paille, et vous mettez la paille dans l'eau. Et normalement, selon le principe physique qui s'applique, que je n'ai plus en tête, mais l'eau ne rentre pas à l'intérieur de la paille. On va dire que c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas sortir. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est des conditions de pression. Mais là, c'est exactement pareil. En fait, grâce à la programmation réactive et le fait que votre code soit pur, ne fasse pas d'effet de bord, Cycle sait que votre pause là ne sert à rien et du coup n'a même pas besoin d'être calculé. Donc il n'y a rien qui rentre dans l'application. Pour qu'il y ait des choses qui rentrent dans l'application, il faut connecter ce DOM là que vous voyez en haut et il faut le connecter à une sortie. Et donc parfait, on va le connecter à la sortie. Donc là, la seule ligne qui a changé entre les deux bouts de code que vous voyez là, c'est le combine, vous le voyez, et le filter. Donc je combine mes deux streams. Donc j'ai mon stream de request animation frame, mon stream d'événements du DOM qui m'intéresse. Je combine les deux ensemble. Je filtre tous ceux où la pause est à vrai du coup. Et je coupe alors la sortie de mon application. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. On a les request animation frame qui passent dans mon application et puis ça alterne en fonction de ce qui se passe sur le DOM. Donc bravo, nous avons implémenté la pause. Maintenant, je vous propose qu'on teste. Parce que le testing, c'est une partie importante du développement. Hein. Comment on teste ça? Si on fait un petit bilan de ce qu'on a là, sous les yeux, notre application ne dépend que des signaux en entrée. Elle ne dépend de rien, hein. Tout est passé en entrée. Elle retourne les effets de bord à exécuter. C'est Cycle qui s'en occupera plus tard. Et elle ne fait aucun effet de bord elle-même. Hein. Elle ne fait que créer des tuyaux qui seront utilisés plus tard par les événements. Autrement dit, on a affaire à des fonctions pures là. On est dans de la programmation fonctionnelle. Enfin, aussi pure que ce que JavaScript laisse faire. Hein. Vous avez moyen de faire des conneries à l'infini. Mais si vous respectez un peu les guidelines de la programmation réactive, vous avez affaire à des fonctions pures. Ce qu'on se dit avec ça, c'est que ça devrait être facile à tester. Oh que oui. Eh bien allons-y gaiement, testons. Test numéro 1, on veut tester que si j'envoie des request animation frame dans mon application, donc c'est une boîte avec entrée et sortie, hein, j'envoie un ping une request animation frame et je vérifie qu'en sortie j'ai bien ce que j'attends. Ça va ressembler à ça notre test. Hein. Juste un ping. J'envoie pas de DOM, j'envoie rien d'autre. J'ai besoin d'envoyer un ping et de vérifier que le DOM correspond à ce que j'attends. Et bien ça, c'est pas bien dur à tester. Hein. Voilà comment ça se passe. Je crée des sources de toutes pièces. Donc là, les sources, c'est ce qu'on va passer en entrée de mon main. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, les sources, ça contenait time et DOM.
Donc, je crée un objet qui correspond. Mais là, ça n'est plus du tout lié au DOM, hein. C'est moi qui décide ce que je veux envoyer dedans. Ok, on détaille un petit peu. La première source que je crée, c'est la source time. Et elle, je veux qu'elle envoie un truc. Si vous vous rappelez bien, il y avait une fonction animation frame qu'on utilisait pour récupérer le stream correspondant. Donc je crée juste une fonction qui m'envoie un observable avec juste 1. Il envoie la valeur 1 une fois, et puis il s'arrête. Et le DOM, sur le DOM, j'ai rien besoin d'envoyer puisqu'on ne teste pas actuellement cette fonctionnalité-là. J'appelle ensuite ma fonction main qui va me retourner le DOM correspondant, puisque je le rappelle, c'est loin. Notre fonction, elle retourne un objet DOM là. Hop. Et ensuite, je m'inscris à les changements du DOM. Donc j'ajoute un listener sur mon observable. Ça va déclencher tout le flow, hein. Si je ne m'inscris pas, il ne se passe rien. Donc ça ouvre le port de sortie. Et dans le next, je vérifie que le DOM que j'ai reçu correspond bien à ce que j'attendais. Donc le test est plutôt efficace, hein, ça marche. On pourrait envoyer éventuellement 2 pings et vérifier que le DOM n'est pas exactement pareil sur les deux. J'ai pas eu ce niveau de détail-là dans la conf, mais vous pouvez imaginer un peu tous les scénarios possibles. Maintenant, test numéro 2, puisqu'on vient d'implémenter la pause. J'aimerais qu'on teste le fait que quand j'envoie un événement keyup dans mon application, elle ne marche plus. Donc en termes de graphe, ça ressemble à ça, hein. J'envoie un premier ping dans le DOM, un ping de keyup, un deuxième ping dans le request animation frame, et je vérifie qu'il n'y a rien qui sort. S'il n'y a rien qui sort, alors on est bon, le test est valide, j'ai bien implémenté la pause. On pourrait également aller plus loin, hein, vérifier que si je réenvoie quelque chose dans le DOM, l'appli n'est plus en pause. Bon, je n'ai pas été encore une fois à ce niveau de détail-là. Là, je vais décomposer un peu ce que je fais. Je vais avoir besoin cette fois-ci de 2 sources. Tout à l'heure, le DOM, on s'en foutait. Moi, j'ai besoin de 2 sources cette fois-ci. J'ai besoin des request animation frame et des événements de pause. Donc, ce serait plus spaces que j'aurais dû mettre comme nom d'observable. Et je crée un observable depuis un diagramme. Sur les diagrammes que vous voyez en chaîne de caractères, en paramètres de diagramme, le trait correspond à rien. Je n'émets rien. Et le 1, où vous pouvez mettre d'autres valeurs, je crois, mais le 1 correspond à un ping. Le pipe qui finit dit « ce stream est fini, c'est plus la peine de l'écouter, il ne se passera plus rien ». Deuxième étape, je crée donc mes sources fausses, hein, mes sources moquées, puisque j'en ai besoin. Cette fois-ci, le DOM va émettre quelque chose, je veux qu'il émette quelque chose sur le document, et je veux que ce soit mappé sur le ping de la pause. Donc l'observable pause qu'on a créé au-dessus, on va mapper dessus une fonction qui transforme ça en un faux événement keyup, qui correspond à l'espace bien sûr. Et dans le temps, on passe le request animation frame que j'ai créé un peu plus haut. Donc là, pareil, on n'envoie qu'un seul ping. Vous voyez qu'ils sont, bien sûr, l'observable pause émet un événement avant l'événement request animation frame. Et enfin, on balance tout ça, on vérifie que j'ai rien qui passe dans Next. Si jamais j'ai quelque chose qui est passé là, c'est que notre pause ne marche pas. Ça veut dire que l'état de l'application n'a pas évolué. Il va falloir que je débug. Mais voilà à quoi correspond, comment on pourrait implémenter le test de la pause. Ok. Donc là, je vous ai parlé de pas mal d'architecture. On n'a pas parlé de beaucoup d'architecture, mais on est parti d'une architecture un peu particulière, qui était l'architecture de mon CV, et puis on l'a fait évoluer vers une fonction du temps. Donc, initialement, si je devais résumer de façon l'architecture temporelle de mon CV, ça ressemblerait un peu à ça, et heureusement, les animations remarchent. On a une application qui est une boîte noire, qui contient du temps embarqué à l'intérieur d'elle-même. Le temps ne vient pas d'ailleurs. Et puis on génère des effets de bord à tout va au sein de l'application, hein. Si vous vous rappelez bien le code que j'avais initialement, ça ne rendait rien. Les fonctions étaient appelées sans paramètres, donc on imagine qu'elles embarquent un énorme état à l'intérieur d'elles-mêmes.
et comme il se passe quelque chose à l'écran, on imagine que c'est des effets de bord un peu partout. Donc l'application, voilà comment on la lancerait. Mon application initiale, mon application de CV, voilà comment on la lancerait si jamais on avait accès à cette fonction-là. Ce serait juste app. On ne fait rien du retour, on ne passe rien en paramètres, et ça fonctionne. Maintenant, l'architecture React est un petit peu différente, elle. On a toujours un modèle de temps embarqué dans l'application, sauf que cette fois-ci, on a quand même ouvert un port vers l'extérieur qui transmet de la donnée, enfin qui retourne de la donnée. Donc le temps fluctue à travers les composants que vous avez définis. Éventuellement, il y a des choses qui remontent. Enfin bon, suivant comment vous avez implémenté le React, si vous avez du flux ou pas, du flux, vous n'aurez pas exactement le même résultat ici. Mais voilà, le temps est embarqué et vous retournez du Virtual DOM qui est passé à l'univers React. Là, c'est React qui s'occupe, lui, de faire les effets de bord. C'est plus à vous de faire ça. Ce qui est quand même assez agréable. Mais on a toujours ce problème de temps embarqué. Donc là, l'application, telle que je la définirai ici, donc on renvoie du Virtual DOM à chaque fois que l'app est appelée. Donc on appelle app sans aucun paramètre. C'est votre application qui est responsable de gérer l'état global de ce qui se passe. Vous appelez une fonction sans paramètres, ça vous rend du Virtual DOM, et vous pouvez le passer à React pour qu'il soit rendu vraiment dans le navigateur. Par-dessus ça, toujours si on reste dans le monde du React, on a l'architecture Redux, qui change un petit peu la donne. Alors ce que je vous ai mis, le trait orange que vous voyez là, c'est pas une sortie de notre application. On sort du code de notre application, c'est pas le code qu'on fait nous, mais on reste quand même au sein de l'application. J'aurais pu par exemple embarquer Reduxland dans Appland, mais voilà, je vous l'ai fait comme ça pour que ce soit un peu plus clair. Notre application cette fois-ci, elle prend quelque chose en entrée. Elle prend en l'occurrence un état qui est passé par Redux, donc le temps vient toujours au sein de notre application. Ça vient des handlers que vous avez définis dans vos composants. Ça vient toujours de l'application. Ça part dans Redux. Donc là, on garde une notion de temporalité, puisque dans Redux, on réenvoie des événements. Donc on garde cette temporalité. Par contre, elle est perdue une fois qu'on sort de Redux, puisque Redux renvoie de la donnée brute qui sera interprétée par votre application. Ça passe dans vos composants et puis ça rend à nouveau du VDOM comme sur la première architecture. Donc là, on est sur une application qui prend quelque chose en paramètres, ce qui est intéressant. Par contre, on n'a pas du tout de notion de temporalité. Vous l'appelez à un instant donné avec un state donné, ça vous rend un VDOM particulier et c'est à vous de le passer. Enfin, vous le passez à React qui le met à jour, mais il n'y a pas de notion de temporalité. Ça, c'est juste c'est one shot, quoi. Vous appelez l'application, vous avez le VDOM. Donc il faut l'appeler à chaque fois qu'il y a un événement embarqué dans l'application. Et l'architecture Cycle, cette fois-ci, donc on a notre data flow qui apparaît toujours, donc ce pipeline bleu que vous voyez apparaître au sein de l'application. Encore une fois, voilà, ce que vous définissez, c'est ça, et ensuite vous laissez le temps opérer pour que tout passe à travers votre application. Les petits trous crantés, c'est les fonctions qui transforment au fur et à mesure les événements en entrée. Donc vous voyez, ça part du orange pour dégrader gentiment vers le blanc. Chaque fonction transforme votre événement vers de la donnée qui est interprétable par Cycle que vous sortez où vous voulez. Une dernière petite chose, puisque là, on a surtout parlé du DOM avec React, avec Redux, avec Cycle. C'est pas explicite que là c'est du DOM, mais on a beaucoup parlé de ça dans la conf. Mais en fait, une application, elle ne dépend pas que de ça. Elle dépend des retours serveurs, des WebSockets, des messages hardware que vous recevez. Elle dépend de plein de choses. Les architectures React, Angular et tout ça ne présupposent pas vraiment comment vous devez les interpréter ou les gérer en tout cas. Cycle, par contre, le fait pour vous via le biais de driver, et en fait, l'architecture de votre application, ce serait plutôt ça. Le temps part de Cycle, donc c'est lui qui gère toutes les interactions avec le monde extérieur.
Le monde extérieur, c'est bien sûr les requêtes HTTP, les événements du DOM, les WebSockets, tout ce qui vient du monde extérieur de votre application, c'est lui qui le gère, c'est lui qui l'interprète, qui le balance dans votre application par le biais des ports que vous avez ouverts dans votre fonction main. Et votre fonction main, elle retourne les effets de bord qu'elle veut que Cycle exécute à travers ses drivers. Et là, on est sur une architecture qui est plus les side effects. Donc là, on est plus générique que juste les mises à jour du DOM. On n'est pas que sur du virtual DOM. Les side effects sont le résultat de l'application de app sur les signaux en entrée. Donc, si on résume, on a les side effects qui sont le résultat de l'application sur les signaux, qu'on peut changer un petit peu, faire évoluer en les écritures que je veux faire, sont les résultats de mon application sur les lectures que je veux faire. Dans le monde Cycle.js, ces choses-là, les writes et les reads, s'appellent les sinks et les sources. Sinks, en français, c'est l'évier, hein, donc c'est tout ce qui sort de votre application, c'est le résultat de votre application sur les sources que vous lui passez en entrée. Et puis, j'applique une dernière fois ma précieuse transitivité pour vous montrer que les sinks, ce qui sort de l'application, c'est le résultat de votre application sur le temps, en fait. Hein. Voilà, donc une architecture traditionnelle Cycle, c'est ça, hein, le main qui prend en paramètre des sources et qui retourne tous les effets de bord que vous pouvez avoir envie de faire. Cycle en lui-même, dernier mot là-dessus, c'est vraiment tout petit, hein. C'est rien, ça fait 390 lignes de code, dont, je sais pas, 2/3 qui sont des commentaires. En fait, Cycle, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui fait le travail pour vous, c'est tous les drivers que vous voulez installer. Si vous voulez faire que du DOM, vous installez le driver du DOM qui s'occupe de vous envoyer les pings de ce qui se passe sur le DOM et récupérer vos sorties pour effectuer les effets de bord. Maintenant, si j'ai piqué votre curiosité et que vous avez envie de tester, je vous invite à aller installer le Create Cycle App, qui va vous permettre de facilement créer une application Cycle. Petit warning tout de même, puisque Cycle, en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment pas grand-chose. Penchez-vous d'abord sur la programmation réactive. Ne faites pas comme moi, ne foncez pas tête baissée dans Cycle parce que vous avez trouvé l'idée cool ou parce que, je sais pas, j'ai peut-être bien pitché aujourd'hui. Comprenez surtout d'abord que sont les observables chauds, les observables froids. Parce que je me suis quelque peu cassé les dents avec ça. C'est le fait que, par exemple, un événement qui arrive dans le DOM, mais qui n'est pas sorti dans un write, dans un side effect, ne sera pas du tout joué. Et ça, quand vous débutez, si vous ne connaissez pas la programmation réactive, vous ragez contre Cycle et c'est pas très productif. Voilà, je vous remercie. Moi, je suis Thomas Belin, je suis développeur front-end, pas chez Mozilla du coup. Je suis chez DoYouBuzz, je ne sais pas si vous connaissez, on fait du CV en ligne. Bon, après, vous êtes tous développeurs, donc vous n'avez sûrement pas besoin de CV. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis @thomercé, sur GitHub également. Je blogue un tout petit peu sur thomasbelin.fr, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas blogué, mais voilà. Je vous remercie de votre attention, et puis bon cycle.